Salut à tous, aujourd'hui on va parler des aides sociales. Les aides sociales, c'est le RSA, la prime d'activité, les allocations logement, le minimum vieillesse et, si on compte large, la CMU, la couverture maladie universelle. Bref, les aides sociales, c'est tout ce qui aide les plus pauvres d'entre nous à se loger, à se nourrir, à se soigner ou tout simplement à survivre. Quand on parle des aides aux plus pauvres en France, dans la bouche de la plupart des médias, mais aussi de certains hommes politiques, de la droite du PS à la droite classique, en passant par la République En Marche ou le Rassemblement National, il y a des clichés qui reviennent souvent. Les plus pauvres seraient des fainéants, des tricheurs, des assistés. On entend souvent qu'on serait trop généreux avec les plus pauvres, que les plus pauvres abusent de l'argent que représentent toutes ces aides et donc que ces aides seraient inefficaces pour lutter contre la pauvreté. Macron, il échappe pas à cette tradition. Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Et donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu de hauteur dans ce débat, on va essayer de sortir des qualificatifs moraux, fainéants, tricheurs, assistés, pour regarder la réalité des choses. Combien ça nous coûte toutes ces aides sociales? Combien représente la triche, la fraude sociale? Est-ce que toutes ces aides sont vraiment efficaces pour diminuer les inégalités et la pauvreté dans notre pays, ou est-ce que c'est vraiment un pognon de dingue qu'on jette en l'air chaque année? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite devinette pour vous. Si on additionne vraiment toutes les aides sociales, le RSA, la prime d'activité, le minimum vieillesse, les allocations logement et la CMU, la couverture maladie universelle. D'après vous, ça représente combien par rapport au PIB français? Est-ce que ça représente 2% du PIB français, 6% du PIB, 12% du PIB ou 16% du PIB? Ça y est, vous avez une réponse? Eh ben gardez-la en tête. Parlons fric, parlons thunes, parlons pépettes, les aides sociales en France, c'est combien? Déjà, faut savoir que les aides sociales, elles font partie d'un grand ensemble qui s'appelle la protection sociale. Comme son nom l'indique, la protection sociale, elle vise à nous protéger, mais de quoi? Des principaux risques de la vie, la maladie, la vieillesse, le chômage ou l'invalidité. Au total, ça représentait 742 milliards d'euros en 2018, soit 31,4% du PIB national. Ça a l'air énorme dit comme ça, mais il faut savoir que là-dedans, les aides sociales, les dispositifs spécifiques pour les personnes les plus pauvres, ça représente qu'une toute petite partie. 81% de toutes les dépenses de protection sociale, c'est les retraites et les soins médicaux auxquels tout le monde a droit. Tout ça, c'est payé grâce aux cotisations sociales, donc grâce au travail de tous. Les retraites, c'est du salaire différé, et les soins médicaux de l'assurance maladie, c'est payé par nos cotisations maladie. On n'est donc pas du tout dans une logique d'aide. Cette santé et ces retraites socialisées grâce à la cotisation, il reste encore aujourd'hui, malgré les réformes successives, parmi les systèmes les plus solidaires et efficaces du monde. Deux indicateurs rapides pour comprendre ça. D'abord la santé. En France, quelqu'un qui va se soigner ne devra débourser de sa poche quand il va chez le médecin, à la pharmacie ou à l'hôpital que 9% du total du coût de ses soins médicaux. Le reste est payé par la solidarité publique, la Sécu, ou la solidarité privée, les mutuelles. Rien à voir avec l'Italie, l'Espagne ou même la Suisse où nos proches voisins doivent sortir entre 20 et 30% du total du coût de leurs soins médicaux directement de leur poche. Et pour les retraites, pareil, en France, on a un très bon taux de remplacement. Ça veut dire que les personnes qui vont à la retraite ne subissent pas de chute de niveau de vie quand elles arrêtent leur salaire pour toucher leur pension. Et si notre système de retraite vous intéresse, si vous voulez comprendre sa philosophie, comment il fonctionne, quel est son impact sur la pauvreté des plus âgés, eh bien on vous invite à regarder notre vidéo dessus, vous allez apprendre plein de trucs. Maintenant qu'on a compris le grand ensemble qu'est la protection sociale, rentrons dans le vif de notre sujet. Quelles sont ces aides sociales que certains fustige et surtout combien nous coûte-t-elle? L'aide sociale la plus évidente, c'est le RSA. RSA, ça veut dire Revenu de Solidarité Active. C'est notre espèce de matelas anti-extrême pauvreté. Tout résident français âgé de plus de 25 ans, s'il gagne en dessous d'un certain plafond de ressources, généralement entre 550 et 1000 euros et quelques selon la structure familiale et le nombre de personnes à charge, va recevoir de l'argent pour éviter la misère.
C'est pas un revenu universel, c'est un parachute universel. Passé 25 ans, tout le monde est assuré, quasi quelle que soit sa situation, de toucher les 550 € et quelques du RSA pour subvenir à ses besoins. Alors c'est pas parfait, le RSA c'est loin de suffire pour vivre, il laisse de côté toutes celles et ceux qui n'ont pas encore 25 ans et qui connaissent des difficultés, mais au minimum, le RSA c'est un droit, c'est une aide pour accompagner les plus pauvres d'entre nous, et ce droit n'existe pas dans beaucoup de pays du monde. Le coût total du RSA représente 11,6 milliards d'euros en 2018. Après le RSA, l'autre aide sociale à laquelle on pense naturellement, c'est la prime d'activité qui s'adresse aux travailleurs pauvres. La prime d'activité, c'est un complément de revenus qu'on donne aux personnes qui ont un emploi, mais qui n'ont pas des ressources suffisantes pour vivre décemment. La prime d'activité s'adresse donc particulièrement aux emplois à temps partiel payés au SMIC. C'est une espèce de coup de pouce qu'on donne pour favoriser le retour à l'emploi. La prime d'activité, c'est 5,5 milliards d'euros chaque année. Si on ajoute à ces 5,5 milliards de la prime d'activité les autres aides sociales moins importantes, généralement des aides au SDF ou de l'action sociale, on arrive à un total de près de 24 milliards d'euros que l'État engage chaque année pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces 24 milliards d'euros, ça représente 1% du PIB français, et c'est généralement de ces aides sociales-là qui ciblent vraiment l'extrême pauvreté dont on parle quand on parle d'aide sociale ou d'assistanat. Mais on pourrait aussi avoir une conception large de ce qu'on appelle les aides sociales. Il faudrait alors inclure les 3,1 milliards d'euros annuels du minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, c'est ce qu'on donne aux vieillards qui n'ont pas cotisé pour éviter qu'ils sombrent dans la misère. Faudrait y inclure les 2,2 milliards que nous coûte chaque année la CMU. C'est ce qui permet aux personnes sans ressources de quand même se soigner. Faudrait aussi y inclure les 17,2 milliards d'euros que coûtent chaque année les allocations logement. Ces allocs logements dont les fameuses APL, elles ciblent aussi les plus pauvres parce qu'elles sont entièrement versées sous conditions de ressources. Difficile d'inclure dans notre conception large des aides sociales les allocations familiales. En effet, les allocs familiales, elles sont versées dès l'instant que quelqu'un a plus de 2 enfants, sans condition de ressources. Il y a donc des familles riches ou de classe moyenne qui les touchent. On écarte aussi, plutôt par convention, les allocations versées aux handicapés ou aux invalides. On juge que si on indemnise ces personnes, c'est parce qu'elles ont été cassées par la vie et ce n'est pas pour des causes spécifiquement sociales. Et d'ailleurs, on peut ajouter que même la personne la plus libérale de France, elle va pas pointer du doigt les dépenses pour les handicapés ou les invalides quand elle critique les énormes dépenses sociales de l'État français. Donc, en comptant très large, les aides sociales, c'est-à-dire les dépenses spécifiquement fléchées pour les plus pauvres, on arrive à un total d'un peu plus de 46 milliards d'euros en 2018, soit un peu plus de 6% du total des dépenses de protection sociale et un tout petit peu moins de 2% du PIB français. Ah oui, je sais pas ce que vous avez répondu en intro, mais là, vous avez votre réponse. Les aides sociales, cet assistanat qui ruinerait la France, ce pognon de dingue pour sortir des gens de la misère, ça représente 2% du PIB français seulement. Regardons maintenant si ces 46 milliards d'euros annuels sont efficaces par rapport à leur objectif, tempérer la violence des inégalités et réduire l'extrême pauvreté. Les aides sociales sont-elles efficaces pour réduire les inégalités? Eh bien pour le savoir, il faut regarder une enquête de l'INSEE, l'enquête sur la redistribution des revenus. Avant la redistribution et la solidarité, la répartition des revenus en 2018, elle avait cette tête-là. Les 10% les plus riches gagnaient en moyenne 22 fois plus que les 10% de Français les plus pauvres. Au passage, notons quand même le joli bond des riches qui gagnent à peu près 2 fois plus que les moyens plus. Ce graphe montrait ce qu'on appelle la répartition initiale des revenus, c'est-à-dire avant les transferts de solidarité, RSA, prime d'activité, allocation familiale, allocation logement, tout ça, mais aussi avant les impôts, c'est-à-dire les prélèvements d'impôts directs ou les cotisations sociales. Les impôts et cotisations prélèvent une partie de l'argent des plus riches, et ça sert en partie à financer les transferts vers les plus pauvres, qui, eux, voient leurs revenus tripler. Résultat, les inégalités diminuent énormément. Après redistribution, le niveau de vie des plus riches n'est plus que 5,6 fois supérieur à celui des plus pauvres. La donne n'est plus du tout la même, la redistribution, la solidarité a fortement diminué les inégalités.
Et quand on entre dans le détail, on se rend compte qu'à l'intérieur de cette redistribution, les aides sociales sont l'outil le plus efficace pour réduire les inégalités. Les aides sociales sont responsables de 2/3 de la réduction des inégalités, alors que les impôts ne comptent que pour 1/3. Il y a donc un point où les aides sociales sont incontestablement efficaces, elles réduisent les inégalités. Grâce à la redistribution et aux aides sociales qui multiplient par 3 le revenu des plus pauvres, la France est un des pays du monde qui compte la plus faible proportion de pauvres parmi ses habitants. En 2017, seuls 8,1% des Françaises et des Français disposaient d'un revenu inférieur à la moitié du revenu médian. C'est autour de 2 fois moins que dans des pays comme l'Espagne, le Japon, Israël ou les États-Unis. Ça, c'est le taux de pauvreté dit à 50% du revenu médian, c'est-à-dire en France des gens qui gagnent moins que 865 € par mois. Les spécialistes de la pauvreté, ils considèrent que ce taux est trop restrictif. Ils pensent qu'on fait déjà partie des populations pauvres quand on a un revenu inférieur à 60% du revenu médian, soit en France 1040 € par mois. Si on prend en compte ce taux de pauvreté à 60% du revenu médian, bien on voit qu'il y a plus de pauvres en France, on passe de 8% à peu près 14%, mais on voit aussi que la France fait toujours mieux que la plupart de ses voisins. Au passage, ça vaut vraiment le coup de retenir cette histoire de taux de pauvreté à 50 ou 60% du revenu médian. Pourquoi ? Parce que dans les médias, ça arrive que les journalistes soient pas vraiment au courant qu'il y a 2 manières de compter la pauvreté et donc se trompent quand ils font des comparaisons internationales. Ils peuvent compter le taux de pauvreté à 50% des États-Unis et le comparer au taux de pauvreté à 60% en France. Ça nous donnerait une comparaison entre 18% aux États-Unis et 14% de pauvreté en France. Alors que si on prenait le bon taux, c'est-à-dire des chiffres vraiment comparables, le même taux à 50%, on se retrouve avec 18% de pauvreté aux US contre 8 chez nous, ce qui n'est pas du tout le même tableau. Mais revenons à nos moutons, même s'il y a entre 5 et 9 millions de personnes pauvres en France et que malheureusement ça ne va pas s'arranger avec la crise économique liée au Covid, la France reste malgré tout un des pays qui compte le moins de pauvreté au monde. Comme pour les inégalités, les aides sociales sont les principales responsables de cette pauvreté réduite. Le RSA, la prime d'activité, les allocs logement, les allocs familiales, tout ça permet de réduire notre taux de pauvreté de 8 points en 2017. Ça veut dire que sans ces aides, on aurait quasiment 2 fois plus de pauvres ou un taux de pauvreté alors là, pour le coup, vraiment voisin de celui des États-Unis. On peut donc penser que ce pognon de dingue dans le RSA, la prime d'activité, etc., il est plutôt efficace, il parvient mieux qu'ailleurs à remplir ses missions, à diminuer les inégalités et à lutter contre l'extrême pauvreté et la misère. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas que notre situation est idéale et qu'on pourrait pas faire bien mieux dans la lutte contre la pauvreté, je dis juste que si on compare à des pays comparables ou à nos voisins, on s'en tire plutôt bien avec nos dispositifs. La stratégie de la plupart des critiques des aides sociales, c'est de prendre le point de vue moral. Au lieu de se concentrer sur l'efficacité de ces dispositifs, ou au lieu de chercher à agir sur les causes des inégalités ou de la pauvreté, les critiques vont pointer du doigt, vont juger responsables de leur pauvreté les pauvres eux-mêmes. Les pauvres vont être dénoncés comme des fainéants, des profiteurs, des tricheurs. Cette question des tricheurs, les gens qui touchent du RSA ou d'autres allocations alors qu'ils n'y ont pas droit, elle revient sans cesse dans le débat public. On va pas compter tous les articles de presse, là il y en a trop, mais on a essayé de compter tous les rapports officiels de la Cour des comptes, de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la question de la fraude sociale. Et vous savez quoi ? En 13 ans, on en a trouvé 7 pour un total de 1800 pages. Et je vous dis 7, je suis même pas sûr d'avoir été exhaustif, il se pourrait très bien que j'en ai raté l'un ou l'autre dans les coins. Tout ça pour dire que la fraude sociale est un sujet connu, documenté et remis régulièrement sur le devant de la scène par des parlementaires, le plus souvent de droite. Qu'en est-il réellement ? C'est la question. Comme la fraude fiscale, la fraude des entreprises, des multinationales ou des particuliers, c'est-à-dire comme la fraude des riches, la fraude sociale, la fraude des pauvres, elle est difficile à évaluer.
On connaît bien les fraudes détectées par la branche famille. D'après le rapport parlementaire de 2020, la CAF a détecté 49 000 fraudes en 2019 pour un préjudice total de 324 millions d'euros. Ces 324 millions d'euros, c'est pas exactement les aides sociales, ça inclut bien les fraudes au RSA, à la prime d'activité, aux allocations logement, mais ça inclut les allocations familiales qui sont pas stricto sensu des aides sociales et ça n'inclut pas les fraudes au minimum vieillesse ou à la CMU. Pour vous mettre ces 324 millions d'euros en perspective, il faut savoir qu'en 2019, la CAF elle a versé au total près de 78 milliards d'euros de prestations. Et en 2018, juste un an avant, on n'a pas le chiffre pour 2019, la CAF comptait 13,8 millions d'allocataires qui bénéficiaient de ces prestations. Ça veut donc dire que les fraudes détectées ne concernent que 0,4% des allocataires et 0,35% des montants versés. Vous me l'accorderez, c'est quand même pas grand-chose. Cependant, n'oublions pas que les fraudes détectées, ça ne représente qu'une petite partie de la fraude totale. Même s'il y a eu des progrès dans la détection des fraudes, heureusement, les milliers de pages de rapports n'ont pas servi à rien, on détecte mieux les fraudes aujourd'hui. Les experts auditionnés par les parlementaires en 2020 disent que les fraudes détectées ne représentent que 15% de la fraude totale. Grâce à une belle règle de 3, on peut donc estimer le niveau total de la fraude sociale. Pour la branche famille, le préjudice s'élèverait à environ 2,2 milliards d'euros en moins dans les comptes publics. C'est un montant cohérent avec les 2,3 milliards d'euros cités par le rapport le plus récent de la Cour des comptes. 2,3 milliards d'euros, c'est pas énorme comparé au PIB ou même au budget de l'État, mais ça représente quand même 5% de nos 46 milliards d'euros consacrés chaque année pour les aides sociales. C'est donc pas du tout négligeable, la fraude sociale est un coût pour l'État. Mais maintenant qu'on connaît le montant estimé de la fraude sociale, on sait de manière ferme et définitive qu'elle est très inférieure à la fraude des riches, la fraude fiscale. Les argumentaires qui détournent l'attention des 40 à 60 milliards d'euros d'impôts qui manquent chaque année au budget public du fait des fraudeurs fiscaux pour dire « Regardez la fraude sociale qui ne représente, maintenant on est au courant, que 2,3 milliards d'euros », c'est des argumentaires fallacieux ou, beaucoup mieux, malhonnêtes. Depuis quelques semaines, le gouvernement a décidé d'envoyer le feu divin sur les évadés fiscaux. J'aimerais attirer votre attention sur un autre type de fraude dont le gouvernement n'a pas l'air de se soucier. Je veux parler de la fraude sociale. Si vous voulez retenir un chiffre simple et aider Marion Maréchal Le Pen à fixer ses priorités, dites-vous que la fraude sociale, la fraude des pauvres, elle nous coûte un montant 20 à 30 fois inférieur à celle que nous coûte chaque année la fraude fiscale, la fraude des plus riches. En plus, la fraude fiscale, elle a plutôt tendance à augmenter les inégalités, alors que la fraude sociale, même si c'est pas bien, elle aurait plutôt tendance à les réduire. Bref, la fraude sociale, les abus, ça existe, il faut le reconnaître, il faut lutter contre, mais non, c'est pas non plus le puits sans fond que certains décrivent, c'est pas non plus ce qui va rendre la France en faillite. Surtout que le gros problème avec les aides sociales, c'est pas la triche, hein. Le gros problème, c'est quelque chose dont on n'entend presque jamais parler dans les médias, dont on n'entend presque jamais parler dans les débats politiques, mais qui pourtant représente au total plus d'argent que la fraude sociale. Ce gros problème, c'est le non-recours. Le non-recours, ça décrit une situation où quelqu'un a droit à une aide, a droit à une prestation, mais il ne la réclame pas. Faute d'information, faute de temps, faute de motivation ou faute d'accès matériel aux administrations. Il est encore plus délicat à évaluer que la fraude sociale, il touche des publics souvent plus en difficulté et difficiles d'accès, mais on a néanmoins un taux de non-recours assez documenté, c'est le non-recours au RSA. Pour le RSA, il y a plusieurs estimations, une de la CAF, une de l'INSEE, une du Secours catholique. Chacune de ces estimations a ses propres méthodes, ses qualités et ses défauts. On va vous les détailler en source, mais pas ici. Nous, ici, on va retenir une estimation d'un économiste de la protection sociale qui évalue le non-recours au RSA à 25%. Il y aurait donc grosso modo un quart des personnes qui auraient droit au RSA mais qui ne le touchent pas. D'après les enquêtes, ce non-recours il touche aussi bien des personnes en vraie exclusion sociale, des SDF, des gens qui sont en vraie rupture, que des gens qui ont une petite galère temporaire, qui ont un petit contre-coup de la vie et qui ne se doutaient pas qu'ils pourraient avoir droit au RSA. Bref, on est plus nombreux qu'on croit à ne pas savoir à quoi on a droit quand on est dans la merde. Mais à quel montant il s'élève ce non-recours ? Si on garde notre estimation à 25%,
25% de non-recours au RSA, alors le total s'élèverait à 2,8 milliards d'euros que l'État économise chaque année parce que des gens n'activent pas leur droit au RSA. Ça veut donc dire que le non-recours au RSA, c'est supérieur à la fraude sociale à toutes les prestations de la branche famille. C'est supérieur aux 2,3 milliards d'euros qui comprennent les fraudes au RSA, oui, mais aussi à la prime d'activité, aux allocations logement et aux allocations familiales. On peut donc penser que le total du non-recours, le non-recours à toutes les prestations sociales,